Donc, je vous propose maintenant de prendre un petit moment de discussion à partir de l'ensemble des exposés de ce panel sur les pays émergents, qui nous a permis aussi, vous voyez, de couvrir des thèmes qui restent un peu dans l'ombre sur les débats sur le travail, qu'il s'agisse de l'emploi public, dont nous avons parlé avec M. Dougnon, ou à l'instant du travail informel, ou bien mais ça c'est plus aperçu sur les questions de nouvelles formes de sous-traitance qui ont été évoquées en Corée. Donc, peut-être pour ouvrir cette séquence, je pourrais, prolongeant ce que vient de dire Supriya, poser une première question, puis ensuite on pourra ouvrir aux questions. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, dans le cas indien, des initiatives qui répondent à ce que vous avez décrit? Je pense en particulier à une association qui est bien connue, avec laquelle j'ai eu pas mal de contacts, qui est la SIWA, the Self-Employed Women Association, qui a réussi à l'intérieur même de l'OIT à être reconnue, pas exactement comme un syndicat, mais enfin, donc il s'agit de femmes qui s'auto-organisent dans les comment on dit, dans les bidonvilles, on dit en français, je crois, et avec un agenda qui effectivement est tout à fait spécifique. Elles ne sont pas dans un rapport de subordination du type industriel que vous décriviez, mais elles ont des préoccupations en termes de sécurité physique, de formation professionnelle, de relations avec la puissance publique, etc. Donc, je ne sais pas si vous pourriez nous dire un petit mot de cette expérience et nous dire ce que vous en pensez sur quel type de forme d'organisation collective et de négociation collective serait adaptée, pas en termes généraux, mais en prenant quelques exemples, en ayant à l'esprit ce que vous avez dit, ce chiffre quand même très impressionnant, que 90% de la population laborieuse indienne ne rentre pas dans les catégories du droit du travail classique, et ce sont des chiffres qu'on retrouve en Afrique à peu de choses près, un peu moins en Amérique latine, mais enfin quand même avec une part du travail informel très importante en Amérique latine. Donc dès lors qu'on pense au travail au XXIe siècle, qu'on ouvre la focale, on s'aperçoit que d'ailleurs dans nos pays, en Chine même, on voit se développer des formes dites atypiques et qu'il y a aussi des formes atypiques anciennes. Peut-être il y a des rapports entre les unes et les autres. Mais de fait, ce que vous nous avez décrit, c'est-à-dire la nécessité de contextualiser l'édiction de la norme en fonction des expériences de travail, ce que Yesong a évoqué en parlant de démocratie économique, peut-être trop hâtivement substituer la notion de justice sociale dans la Constitution, mais c'est quand même un concept intéressant. Ça suppose des formes d'organisation, de négociation et d'action collective spécifiques. Donc, si vous pouvez nous donner quelques indications sur la situation indienne actuelle, sur cette expérience, rapidement, parce que peut-être ça évoquera des choses dans d'autres pays. But you could speak in English if it's more comfortable for you, of course, and I could give a short translation after your intervention. C'était une convention entre nous, quand même, il ne faut pas l'épuiser. Je peux essayer de parler en français, mais... Oui, OK, si vous voulez. Paris un whisky. Il existe beaucoup d'exemples de solidarité qui n'est pas reflété la forme de syndicalisme dans la structure industrielle qui est basée sur les relations entre les employés et les employeurs. Parce que, comme j'ai dit, il y a 90% des travailleurs qui travaillent informels, qui n'appartiennent pas à la forme de relations industrielles. Et donc, la stratégie adoptée par la SIWA et les autres organisations, il y a beaucoup d'organisations, il a organisé principalement les travailleurs indépendantes, premièrement, mais quand les travailleurs aussi avant employeurs
de faire une négociation. La stratégie pour cette organisation pour les négocier une condition meilleure par les travailleurs et avec les États, parce que son demande qui partient sur cette vie et le travail et n'est pas adressée contre un employeur, si on a un employeur, mais c'est adressé comme une citoyenne, comme une relation entre les citoyens et les États. Et donc, la stratégie aussi incluait une formation, l'alliance entre les syndicats traditionnels, trade unions, et les autres acteurs qui est basé sur les intérêts divers. Et aussi, cette organisation atypique, cette organisation non standard, aussi offrir les travailleurs quelques garanties comme quelques protections contre les unemployment. Chômage, oui. Chômage et aussi quelques insurances pour les santé et sécurité de travail, mais il offre aussi l'éducation et formation vocationnelle pour les travailleurs. Ça fonctionne pour un genre qui est très divers. C'est seulement conceptualisé et une relation entre les travailleurs et les employeurs. C'est une diverse stratégie. C'est invoquer les États, les sociétés civiles, les autres syndicats. Donc, ce n'est pas complètement différent comme le traditionnel syndicalisme, mais il a aussi manifesté quelques caractéristiques qui est presque les partis politiques. Et ça se traduit par des accords, il y a des agreements, formal agreement. Est-ce qu'il y a des accords formels pour mettre en œuvre ces protections que vous évoquez, par exemple en matière de santé ou est-ce qu'il y a une formalisation juridique? Ah oui, oui. Il y a quelques exemples. Par exemple, en 2008, il y a été une loi, une législation qui est formalisée par les parlements indiens et le SIVA a été un grand lobbyiste, un grand moteur dessous de cette législation, qui partit sur la sécurité sociale pour les travailleurs non traditionnels, qui inclut travailleurs indépendants, mais aussi inclut les travailleurs qui sont engagés dans une relation salariée. Merci beaucoup. Est-ce que ça donne à penser par rapport à ce qui a été discuté hier dans le cas français, la transition écologique et la nécessité pour avoir une transition écologique sur un territoire donné de se doter d'outils délibératifs nouveaux par rapport à ce que sont les modes traditionnels de la démocratie sociale. Est-ce que dans le cas, est-ce que cette question de la formalité se pose aussi, alors soit en Afrique ou en Chine, et est-ce qu'il y a des initiatives comparables de représentation Au Mali, je pense dans toute l'Afrique de l'Ouest, le secteur informel, c'est un grand débat. Et c'est surtout, c'est pas l'OIT, je ne pense pas que ce soit l'OIT qui pose problème, c'est la Banque mondiale qui essaie de financer des activités, de formaliser le formel. Et c'est chaque année la même chose, c'est chaque année des budgets pour dire il faut que les gens aillent se déclarer aux impôts. Je pense que le problème, c'est comment gagner de l'impôt, comment l'État peut prélever des sous au niveau de ces... Parce que je ne sais pas, au Mali, le secteur agricole est très puissant, le coton.
ceci, bon, tous ces gens, tant que les gens ne déclarent pas d'impôts, on les dit secteur informel. Et récemment, la Banque mondiale, M. Sidibé est là, et peut-être. Récemment, la Banque mondiale était avec le maire, monsieur le maire de la capitale de Bamako, pour dire si votre ville n'est pas bien aménagée, si les pavés ne sont pas posés, si les canaux ne sont pas fermés, c'est parce que vous avez beaucoup d'activités dans la capitale, mais ce sont des secteurs informels. Donc, vous n'avez pas d'impôts. Le maire a confirmé pour dire qu'il n'y a que 22% ou 12% qui payent l'impôt, donc il ne peut pas aménager la ville il ne peut pas ramasser les déchets, il ne peut pas faire l'hygiène publique dans la ville avec ces choses. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens résistent, ce qu'on appelle l'informel. Pourquoi ils résistent? Certainement, ils croient que l'État n'est pas efficace et que s'ils donnent l'argent, l'État va manger. Et l'État ne va pas réinvestir dans la délivrance des services publics. Et ça, c'est vraiment une idée très partagée et que les gens qui sont dans ce qu'on appelle le secteur informel, ils voient tous ces petits fonctionnaires dans les bureaux comme vraiment des gens qui attendent leur argent pour se mettre dans la poche et non pour investir dans le truc. Donc, c'est vraiment, c'est pas comme la Chine où on voit que les gens sont en train de sortir de l'agriculture pour aller dans l'industrie. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. C'est vraiment le secteur, les métiers, les chambres de métiers. Il y a plein de gens là. Et aussi l'agriculture. Donc, je ne sais pas si on peut dire que l'agriculture est un secteur informel parce que le paysan ne paye pas d'impôts. Il paye d'impôts, mais il paye l'impôt sur ses animaux, sur l'impôt per capita. Sinon, c'est un sérieux problème. Les jeunes qui finissent l'enseignement supérieur ou l'enseignement fondamental, tous veulent être fonctionnaires. Il n'y a pas un diplômé qui veut aller dans le secteur informel. Il va en attendant d'être fonctionnaire. Bien que la fonction publique ne peut pas recruter toute cette grande masse de jeunes qui sortent chaque année, mais tous veulent devenir des fonctionnaires parce que c'est là où on peut bien vivre sans. Alors, parlons un peu parlons un peu des fonctions. Oui, alors si c'est vivre sans travailler, la fonction publique, Pas les professeurs, bien sûr. Non, sauf au Collège de France. Sauf les professeurs, ils travaillent. Non, mais parlons de la fonction publique parce que c'est une. Votre exposé était particulièrement intéressant, Isaïe, sur l'échec de l'exportation d'un schème culturel comme celui de la fonction publique. Mais on pourrait prendre d'autres exemples que celui que vous avez donné. L'idée de sécurité sociale avec un impôt commun à l'échelle nationale où on met de l'argent et qui va pouvoir, c'est quelque chose qui a autant échoué que le modèle de l'assurance privée. C'est-à-dire que pour penser la sécurité sociale indépendamment des modes de solidarité qui sont ancrés dans les cultures locales, cette projection de l'extérieur est condamnée à l'échec, que ce soit sous les formes effectivement de la sécurité sociale administrée par l'État ou bien des schèmes d'assurance privée. Et donc on peut dire la même chose de la fonction publique, et c'est vrai que ce qui en est retenu, c'est le manque d'intégrité vu du point de vue myope, je veux dire, si on se laisse enfermer dans les catégories de pensée du droit interne. Mais dans le cas même du droit français, il y aurait beaucoup à réfléchir sur l'évolution du statut de la fonction publique, dont on pourrait dire qu'il a une certaine modernité, en ce sens qu'il permet de faire un pas de côté vis-à-vis du modèle de l'emploi salarié. Nous disions hier que le propre de l'emploi salarié, c'est qu'il n'y a pas d'implication de place juridique pour le contenu et le sens du travail dans le contrat de travail. De ce point de vue, la fonction publique, c'est une situation différente, puisqu'elle est l'héritière du service du prince, et que celui qui sert le prince, ce n'est pas un échange de quantité. Il met sa personne au service d'un intérêt qu'il juge supérieur aussi bien à lui-même qu'à son supérieur hiérarchique. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma où on est vraiment dans une hiérarchie au sens de Dumont, c'est-à-dire qui fait système et où chacun est tenu par cette hiérarchie, par un intérêt qui transcende les intérêts particuliers.
et ce qu'on appelait l'esprit de service public. Je dis à l'imparfait, j'ai tort de le dire à l'imparfait parce que je pense que c'est encore ce qui fait tenir largement ce pays, dans des conditions où il suffit de mettre les pieds dans des hôpitaux, de voir les personnels surmenés. Ça marche à cause du maintien d'une conscience professionnelle liée à l'esprit de service public qui est « je ne compte pas mon temps parce que je suis au service d'une cause qui porte en elle sa dignité ». Les revendications de dignité venant de la fonction publique sont permanentes, aussi importantes que celles de salaire. Alors il est possible que le syndicalisme français ait eu trop tendance à vouloir fondre ce modèle dans celui du salariat, parce que ça n'avait pas beaucoup de place. Mais ça se donnait à voir, si vous voulez, dans des... Si on prend par exemple les qualificatifs de la rémunération du travail, on pense uniquement en termes de salaire, en tant que, du point de vue des catégories économiques. Le fonctionnaire n'avait pas un salaire, il a un traitement. Bon, alors, ça vient de l'avant-révolution, c'est-à-dire le bon maître traite correctement ceux qui le servent. Et quand votre vieux serviteur est malade, vous ne le foutez pas à la porte, vous le soignez. Bon, donc vous le traitez honorablement à la hauteur du statut qu'il occupe dans la maisonnée. C'est un peu ça l'idée. Et il n'existe pas toujours de régime de retraite. Il y a un grand livre de la dette publique. C'est-à-dire que l'État est débiteur vis-à-vis de ses anciens serviteurs. Donc on est dans une logique où le traitement, c'est autre chose que le salaire. Ce n'est pas une contrepartie d'une quantité d'argent contre une quantité de travail, mais c'est la reconnaissance d'un service rendu à une cause d'intérêt général. C'est tout ça qui forme une culture de l'esprit de service public qui demeure, en tout cas dans le cas français, distincte de ce qu'est la culture du travail salarié. Il faudrait ajouter, pour que le tableau soit complet, mais on n'a pas le temps d'en parler ici, le cas de ce qu'on appelait les professions libérales, qui elles aussi étaient censées ne pas être des activités de marché. Vous savez, un médecin touche des honoraires. Pourquoi? Parce que son service est dans les catégories kantiennes, presque. Ça n'a pas de prix. Il vous a sauvé la vie. Bon. Ou il vous a tué, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Mais enfin, en tout état de cause, ça n'a pas de prix. Et donc, vous lui témoignez votre reconnaissance en lui versant un honoraire parce que ce qu'il vous a fait, ça n'est pas évaluable à prix d'argent. Bon. C'était ça la morale professionnelle des professions libérales. Ça paraît complètement désuet, mais la question se pose. Excusez-moi d'être aussi long sur ce sujet, mais c'est parce que c'est des pistes que j'aimerais creuser un petit peu. À l'heure où, avec tout ce que nous avons dit hier sur les changements techniques qui font que de plus en plus les tâches programmables pourront être prises en charge par les machines, ça peut redevenir moderne. Des formes de travail qui ne sont justement pas indexées sur une tâche précise à exécuter, mais qui donnent place au sens et au contenu du travail. Donc il y a beaucoup à penser, en tout cas dans notre, je me semble-t-il, dans le cas français, à s'inspirer de ce qu'ont été les constructions juridiques de la fonction publique, qui visent à assurer au fond une continuité de l'état de la personne, mais qui permet une discontinuité dans l'exercice de certaines fonctions. Ça correspond assez bien à un au-delà de l'emploi, d'un certain côté. Alors, tout en gardant la conscience que c'est quelque chose qui est très situé, mais je me demandais dans le cas chinois, par exemple. C'est le contraire chez nous, en fait. Ce que... Oui, alors, non, mais on a bien entendu ce que vous avez dit sur le cas. Mais dans le cas chinois, par exemple, parce que la véritable origine les Chinois ont joué un rôle très important, la Chine, hein, c'est très bien montré, enfin, il y a je ne vais pas vous affliger la littérature, puisque l'Europe a balancé entre des périodes où la Chine représentait la tyrannie, les tortures, et puis des moments, au contraire, c'était la civilisation par excellence, de fascination de la Chine. Et alors le modèle du recrutement, l'invention des concours ouverts à toutes les catégories de la population pour que l'intérêt général de l'Empire soit pris en main par des hommes intègres et cultivés,
c'est une invention chinoise. Donc c'est pour ça. Oui. Qu'est-ce qui reste Oui. qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Tenez votre micro. Oui, ce système de recrutement des officiers au service de l'empereur de cette architecture, c'est gardé en une autre forme, en fait, que la forme, c'est l'examen national pour tous les jeunes. C'est comme le bac, mais c'est différent du bac français. Ça permet à tout le monde d'avoir une occasion de réussir, et quelle que soit son origine de naissance. Donc ça reste un système assez rare. Jusqu'au jour de justice, d'égalité pour tout le peuple, toutes les personnes. Ça reste, c'est-à-dire n'importe un enfant paysan, un enfant issu d'une famille riche, ils ont la même chance d'être réussi par ce concours, l'examen national d'entrée dans les universités, dans les institutions d'éducation supérieure. Ça reste, il y avait des discussions. Bien sûr, derrière ces discussions, il reproche plutôt les critères provincial plutôt, c'est-à-dire ce même l'examen d'entrée à l'université se transforme dans chaque province selon les critères décidés pour chaque province. Dans ce cas, il existe quand même un certain degré d'inégalité, c'est-à-dire dans les régions Pékin, de grandes villes, peut-être les critères, les notes d'entrée plus ou moins inférieures que dans la province. Par exemple, dans des provinces de Jiangsu, de Shandong, Hubei. Et là, les critères sont bien, la ligne est un peu plus élevée que Pékin, que Shanghai. Ça, on a critiqué. Mais dans le reste, ça reste encore un système d'égalité. Je pense qu'il y a une incompréhension, c'est-à-dire ce que Alain a dit, c'était le concours d'entrée à la fonction publique. Moi, j'ai lu un très bon livre sur la Chine. Il existe ce concours. Voilà, aussi, parce qu'en Afrique, chez nous, le concours d'entrée à la fonction publique a été imposé par le FMI et la Banque mondiale en 1984. Au Mali, la première fois que des diplômés pour devenir fonctionnaires fassent le concours, c'était en 1984. Avant 1984, dès que vous êtes diplômé, vous êtes immédiatement affecté à un poste. Donc, dès que vous êtes même en 3e année de l'université, vous savez où vous allez aller travailler. Donc, vous êtes des étudiants fonctionnaires. En 1984, ils ont institué ce concours. Et ce concours fait que certains peuvent faire 10 ans sans entrer à la fonction publique. Et j'analyse dans mon manuscrit aussi cette période que j'appelle la crise de passage percée, c'est-à-dire le temps qu'on attend pour avoir le premier salaire permanent. Et ça bouleverse tout le cycle de vie, ça retarde le mariage, il y a plein de choses qui se gâtent dans la vie des jeunes. C'est-à-dire que le cycle qu'on connaît traditionnellement, où on est marié à 25 ans, 12 ans, et puis on est grand-père à 50 ans, c'est terminé. On a 50 ans, on te considère jeune. Et donc, tous les problèmes que ça amène, ce concours imposé à l'Afrique, parce que la Banque mondiale et le FMI sont venus fermer toutes les industries. L'Afrique s'est industrialisée avec l'aide des pays, le Mali s'est industrialisé avec l'aide de la Chine, de l'Union soviétique. Et puis après, en 1983, on a fermé tout. Ils ont dit de vendre, en fait, ils ont liquidé. Et ils ont dit qu'il faut fermer la fonction publique, ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel. Et ça a bouleversé le cycle de vie des jeunes.
Et je pense que le concours, et ce qu'Alain dit, le concours de la France est une création de la Chine. Et j'ai lu un texte de Confucius où il disait que ce n'était pas un moyen des pauvres de monter à l'époque. Hein. Maintenant, bien sûr que vous dites que c'est l'égalité, mais ça c'est le concours d'entrée à l'université, c'est différent du concours d'entrée à la fonction publique. Ça existe vraiment, vous avez raison de mentionner ça. Ça existe depuis une dizaine d'années, ce concours d'entrée dans les fonctions publiques. S'il existe chaque année un examen. Les étudiants, pas mal, un certain degré d'étudiants, de nombre d'étudiants, ils s'intéressent à passer ces examens. Et chaque province, ils ont leur examen aussi. Oui, alors ce modèle est en évolution, parce que là encore, à l'intérieur même de l'Europe, on pourrait mettre en évidence, si vous voulez, des diversités culturelles. La figure de l'autorité dans le monde de la common law, c'est malgré tout le juge. Et en France, c'est le haut fonctionnaire. Les juges sont... Oui, ils ont une position seconde, disons. C'était le haut fonctionnaire, mais le haut fonctionnaire aujourd'hui, son image, cette idée de la noblesse d'État qui est avancée dans une thèse du début de 1904 par un savant russe, c'est lui qui parle de noblesse d'État, qui a mis à propos des intendants du roi. C'est une thèse sur l'Ancien Régime. Se trouve affecté par progressivement l'effacement ou la relativisation de la frontière entre diriger l'entreprise, diriger l'État. Donc tout ce qui est de l'ordre du New Public Governance, toutes les pratiques de pantouflage, de circulation du privé au public, qui se donnaient à voir, puisque hier nous avions Éloi Laurent, qui maintenant c'est le département des affaires publiques à Sciences Po, c'est plus la formation à l'administration publique. Ces changements sémantiques illustrent assez bien une sorte de fusion, enfin, d'une représentation unique, où cette distinction entre travailler au service de l'intérêt général et du public et travailler sur un marché tend à être aujourd'hui confondu. Mais alors, on ne va pas passer toute la discussion sur la fonction publique. Je voulais interroger peut-être Ye-Song sur ce qu'il nous a dit, ça m'a beaucoup frappé, sur la résurgence de statut, ce sentiment de la jeunesse coréenne d'être face à une société à statut. Alors, on a vu dans le cas indien qu'il y a le poids de l'organisation des castes reste très prégnant. Mais dans le cas coréen, on n'est plus surpris, puisque au fond, de ce point de vue, la Corée est un peu une fille de la culture chinoise. Tout ce qu'on a dit là sur les concours, enfin, ce goût de l'égalité aussi était présent en Corée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette ce rature de statut? La Corée a adopté le système chinois de concours pour aux fonctionnaires depuis longtemps, depuis plus de 600 ans. Donc ça reste encore ce concours pour les magistrats, pour les hauts fonctionnaires dans l'administration. Mais le problème, c'est que le concours est considéré comme un moyen de devenir noblesse. Ce n'est pas considéré comme un processus de permet aux jeunes de devenir un fonctionnaire pour l'intérêt général. Et quand vous parliez de statut, j'ai cru comprendre que vous vouliez parler du fait que maintenant les positions étaient de plus en plus définies par des lignages familiaux, non? C'est ça, c'est l'héritage qui fait la position, non? C'est pas ça. Il y a un statut, il y a un statut qui est lié au sang des parents, comme les dirigeants, les enfants des Jebel. Il y a des successions en génération, chez Samsung, chez Hyundai. Ils sont nés comme princes. Donc, ils sont nés déjà comme un prince chez Samsung. Donc, c'est un statut lié au sang. Et par contre, il y a des statuts passés par le concours, comme les hauts fonctionnaires et les magistrats. Ils se prétendent comme une classe spécifique par rapport au peuple.
Parce qu'ils ont passé le concours. Mais ce n'est pas héréditaire encore. Au Collège de France, ce n'est pas héréditaire. C'est mieux. Donc, les jeunes Coréens préparent les concours pour devenir les magistrats, pour devenir les hauts fonctionnaires. Ils ne peuvent pas devenir les enfants des gèbles. Parce qu'ils ont un différent sang. Donc, tout le monde entre dans la compétition de concours. Et oui, ça reste un phénomène important, mais à l'autre côté, aujourd'hui, les jeunes travailleurs coréens commencent à agir, commencent à parler. S'il y a un peu de temps, je voudrais ajouter quelques mots sur le nouveau mode de mouvement mené par les jeunes coréens. Il y a 3 ans, il y avait des mouvements, on dit le mouvement de bougie, contre la privatisation par la fonction publique, dont la présidente d'alors de la République, en demandant la destitution de la présidente pour corruption, pour privatisation des choses publiques, pour l'abus du pouvoir. Et 1 million ou 2 millions de citoyens se regroupaient à Séoul. Et ce mouvement, on dit le mouvement de bougie. La bougie est un symbole du bouddhisme. Selon le bouddhisme, une seule bougie est capable de chasser la ténèbre. Une seule bougie? Une seule bougie. D'accord. Oui, une seule bougie. Donc, au début du XXe siècle, les citoyens coréens ont fabriqué un nouveau mode de mouvement. Le mouvement de bougie n'est pas un mouvement dirigé, guidé par les groupements intermédiaires représentatifs comme syndicats ou partis politiques. C'est un mouvement spontané ou mouvement fait à côté des groupements intermédiaires. Donc, les jeunes travailleurs coréens n'adhèrent plus à un syndicat. Ils plutôt adhèrent à l'idée présentée par un syndicat quelconque. Donc, s'ils sont d'accord avec cette idée présentée par le syndicat, ils soutiennent le syndicat. Sinon, ils ne regardent pas le syndicat. Donc, ce mode a obtenu un peu de succès, mais ça pose également un grand défi face au syndicalisme qui s'organise encore d'une forme pyramidale depuis la confédération à la section syndicale dans l'entreprise. Je comprends. Merci beaucoup de ces précisions. Emmanuel Doquès, puisque vous avez des questions avant qu'on passe à des questions de la salle. Non.